Bon, ben, bravo, félicitations d'avoir fait l'effort de vous arracher, soit au ménage, soit au travail, soit à la couette, je sais pas. Donc, je sais pas c'est quoi le plus dur. Donc ce soir, on va parler un petit peu on va parler forcément de Pessah, on va parler de la Haggadah. Et en préparant ce cours, je me suis fait une auto-psychanalyse. Comme ça a commencé avec une note un peu d'humour, un humour un peu d'un certain genre, mais je vous lis, regardez cette phrase. Alors, en fait, c'est quoi? Parfois quand on est adolescent ou jeune, on a des choses qui nous ont marquées, on ne s'en rend pas compte, et le but d'un psychologue, de toutes ces thérapeutes, on dit, oui, c'est comme ça. Thérapie, pourquoi petit? Grand. De toutes ces thérapies, c'est des fois de faire réémerger des souvenirs inconscients, d'accord? Donc c'est remettre l'inconscient au conscient, voilà, de conscientiser l'inconscient. Et mais quel rapport avec Pessah? On y arrive tout doucement. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui a bouleversé mon enfance et je viens de me rendre compte aujourd'hui. C'est un scoop, hein. Je suis venu avec un cadeau, là. Il y a des fleurs et tout, c'est bien décoré, mais je suis pas venu les mains vides, voilà. Ici, le Siftei Chaim, le livre que j'utilise très souvent, le Siftei Chaim, c'est un des très grands classiques, Rav Friedlander Zatzal. C'est un des plus grands classiques de la Hashkafa, de la pensée juive. Et là, il dit une phrase, ça, vous êtes toutes jeunes, donc ça va, enfin, à part moi. Donc, parce que c'est pas une phrase qu'il faut dire à tout le monde. Il dit comme ça, Nashim, Baim, Beyamim, il y a des personnes arrivent à un certain âge, chez les Ziknatam, quand elles arrivent à leur vieillesse, 95 ans, hein, on va dire, d'accord, Enam Peilim, elles ne peuvent plus agir. D'accord? C'est bon, elles sont, voilà, elles se nourrissent, elles préparent à manger, et elles sont dans le fauteuil, canapé, fauteuil, voilà. Et Umargishim Riknut Bechaye Ayom Yom Shelaim. Et elles sentent que leur vie est vide, ça veut dire qu'elles peuvent plus rien faire, d'accord? Et Oavim les saper al Ahavar. Donc elles aiment raconter le passé, d'accord? Les grands-mères ou les arrière-grands-mères, on va dire, on va les voir comme ça, et surtout les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, c'est très important. Mamie, elle écoute ses cours, ma mère, elle va me dire, ouais, vous venez pas très souvent à la maison. Et donc, celle qui vient chez nous. Et donc, on raconte, bon, maman, elle est encore très très active, jusqu'à 120 ans, et donc elle raconte, et elle a plaisir à raconter son passé. Mipnei Shaliedea Sipour, parce que grâce à ce récit, alors, Emshuv Chaim et Avar Beove. Elles revivent le passé dans le présent. Et il dit, ça peut aller jusqu'à des larmes, jusqu'à des rires, de raconter comme ça des choses du passé. Oh, tu te souviens, quand j'étais, voilà. Non, je vous fais pas rire, d'accord. Toujours quand je dis je vous fais pas rire, vous riez, j'ai remarqué, mais c'est un truc classique. Et donc ça arrive des fois jusqu'à verser des larmes, jusqu'à rire, trembler comme ça, revivre les choses. Voilà. Et quand j'ai relu cette phrase du Siftei Chaim, qui est une phrase par rapport à la Haggadah, vous commencez à sentir où est-ce qu'on va arriver, je me suis souvenu d'un événement quand j'étais, je sais pas trop quel âge, mais j'étais allé, je crois que c'était avec ma maman, je sais plus, on était allé voir une dame dans une maison de retraite d'un certain âge, je sais plus c'est qui, je sais plus c'est quoi, bref, c'est pas grave. Et donc, je me souviens que cette dame-là, elle vivait dans une maison de retraite, dans sa chambre, et que son univers était très restreint, et il y avait toutes les photos qui étaient là. C'est-à-dire l'essentiel de la pièce, en fait, c'était une collection de photos. Et elle a commencé à nous raconter, elle aurait pu nous raconter toute la journée. Et elle revivait tous ces moments, et je vous avoue que à l'époque, j'étais plutôt lazy boy and fat boy. Vous voyez ce que c'est? C'est un plutôt mou, plutôt feignant, pas très... Et ça m'a boosté. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, il faut vivre à plein. Il faut vivre chaque jour à plein.
Parce qu'à un moment, moi, je me mets la rasera, là, non, ça va. Parce qu'il y a un moment où, voilà, après, ben, on vit dans ses souvenirs. Et depuis, voilà, depuis, je suis devenu le plus avare de mon temps. Ça veut dire qu'il faut que chaque minute, chaque heure, tout le temps en train d'être limite hyperactif. Quel rapport avec Pessah? Quel rapport avec Pessah? C'est que dans Pessah, on voit qu'il y a dans la Haggadah, il y a le début de la Haggadah, où, donc vous voyez sur le plan que je vous ai donné, il y a des petits paragraphes qui sont des paragraphes d'introduction. D'accord? Il y a 12 paragraphes d'introduction. Al-Armania, très connu, voici le pain de la pauvreté, Manishtana, quand les enfants y chantent, quelle différence entre cette nuit et les autres nuits, etc., etc. Je vais pas les détailler. Souvent, le Sifter Chaim dit qu'on passe trop de temps sur ces passages-là, qui sont en vérité, welcome, il n'y a pas de souci, qui sont en vérité des tutos. C'est des tutoriels, comment faire la Haggadah. D'accord? Et ça, le Sifter Chaim en parle. Vous savez, il y a le Yetzer Hara, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire mauvais penchant, on dit en français. Des fois, il nous empêche de faire des choses, ou des fois, quand on voit qu'on est trop décidé à les faire, il nous les fait faire un peu de travers. D'accord? Et là, c'est le cas, parce que souvent, on va passer trop de temps sur ce début, qui sont juste des introductions, et et du coup, on va être trop juste sur le reste. Et dans ces introductions, on nous dit que même si nous étions tous des Chachamim, des sages, des grands Talmidei Chachamim, des grands Rabbanim, même si on connaît toute la Torah sur le bout des doigts, qu'on connaît toute l'histoire de la sortie d'Égypte sur le bout des doigts dans tous les détails, il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte avec le plus de détails possible, en étant ma'arir, ça veut dire en s'allongeant dans les détails, raconter, jusqu'à s'endormir, d'accord? Toute la nuit, le plus possible. Comme on voit d'ailleurs dans l'histoire avec Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, toujours dans ces tutoriels, dans ces 12 paragraphes d'introduction de la Haggadah, où on nous raconte que, alors qu'ils étaient sans leurs élèves, c'était que vraiment les plus grands sages de l'époque, qui connaissaient tout sur le bout des doigts, et ils ont raconté jusqu'au matin, au point qu'ils se sont même pas rendus compte que le jour s'est levé tellement ils étaient dans leur récit, et que c'est les élèves qui sont venus toquer pour dire attention, il fait jour, il faut faire le Kriyat Shema du matin, la prière du matin. Et donc, on commence comme ça, en nous disant, tout le monde doit raconter la sortie d'Égypte, même les plus grands sages, les plus grands savants qui connaissent toute la Torah et tous ses récits par cœur. Ça, c'est au début. Et on va poser une question là-dessus. Et à la fin, si vous regardez, donc après il y a le plan, on va le reprendre tout à l'heure, mais à la fin de la Haggadah, le paragraphe 6, c'est marqué le but de toutes les mitzvot du Seder, le but de toute cette grande soirée qui est fondamentale, eh bien, c'est de sentir comme si nous avions été délivrés d'Égypte. C'est marqué que on est chayav de lirot et atzmo, de se voir soi-même comme si on était sorti d'Égypte. D'accord? Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas sorti d'Égypte. Oui, moi je suis jamais allé en Égypte, vous non plus, je suppose. Donc, à part en vacances peut-être, mais voilà. Donc, comment arriver à ressentir qu'on est sorti d'Égypte? Donc, il y a deux questions. Première question, et on va travailler sur ces deux questions-là. Et vous allez voir le rapport avec l'histoire du début. Première question, c'est que pose le Sifter Chaim, comment on aurait pu imaginer que les grands sages, les grands rabbanim n'auraient pas la mitzvah, comme tout le monde, de raconter la sortie d'Égypte? Pourquoi pas? D'accord? Depuis quand la sortie d'Égypte, raconter la sortie d'Égypte, c'est une des mitzvot de la Torah du soir de Pessah. Il y a la matzah, il y a le maror, il y a la sortie d'Égypte, raconter Sipour Yetziat Mitzrayim. Donc c'est sûr ils doivent le faire. Pourquoi ils le feraient pas? D'accord? D'ailleurs, à part ça, pour renforcer la question, il y a, bon, je vais pas trop développer ça, mais dans certains sidourim, à la fin, il y a ce qui s'appelle les SR. Pourquoi tu t'arrêtes? Je l'ai rechargé à fond. Bon, ben, il est pas assez chargé. Ok. Il est tout chaud. Ça continue là.
Donc il y a ce qui s'appelle les Esser Zechirot. Il y a 10 choses qui sont des choses dont on doit se souvenir tous les jours. À chaque fois que je me souviens de ça, je fais une mitzvah. Il y a la sortie d'Égypte, il y a le fait qu'Amalek a voulu nous nuire, il y a la manne, qu'on a reçu la manne dans le désert, il y a le puits de Myriam, il y a plein de choses comme ça. Vous regarderez dans le Sidour. Et toutes ces choses-là, à chaque fois que je m'en souviens, eh bien, je fais une mitzvah de me souvenir de ces 10 choses-là. Et dedans, il y a ce souvenir de la sortie d'Égypte. Et on le fait dans le Kriyat Shema, dans les Kriyat Shema du matin, du soir, on le fait dans le Kiddush, on le fait dans les Tfilin pour nous, enfin. C'est une mitzvah que tout le monde fait. Donc même les rabbanim font cette mitzvah, évidemment. Donc je repose, première question, c'est pourquoi est-ce que on aurait pu imaginer que les grands sages, les grands rabbanim, les grands savants en Torah, les grands Tamil Chachamim seraient dispensés de cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. D'accord? C'est évident qu'ils doivent le faire. Et deuxième question, c'est comment arriver à la fin, comment on peut nous demander de ressentir comme si on était sorti d'Égypte? Parce que le problème, c'est que c'est marqué Chayav. Chayav, c'est marqué Chayav, ça veut dire on est obligé. Ça veut dire c'est un chiyuv, c'est une loi, comme je sais pas, on doit faire Shabbat, manger kasher, etc. Mais comment on peut me demander de faire quelque chose que je peux peut-être pas faire? C'est compliqué. Normalement, quand on nous donne une mitzvah, un commandement, c'est des commandements qu'on peut réaliser. Oui? Si, alors effectivement, les rabbanim doivent transmettre. Et là, ce soir-là, alors je sais pas pourquoi ce soir-là, ils étaient entre eux, ils étaient pas avec leurs élèves. Je sais pas. Mais effectivement, oui, alors vous avez raison. Très bonne question, Rebecca. C'est sûr que si quelqu'un a des connaissances et qu'il est avec des personnes avec moins de connaissances, c'est évident qu'il doit les transmettre, en particulier le soir de Pessah. Ça, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que même si des Talmidei Chachamim se retrouvent pour X raisons tout seul, il est tout seul entre les 4 murs et lui, d'accord? Ou ils étaient là entre eux, je sais pas pourquoi. Il y avait personne à qui transmettre. C'était tous des pros, si vous voulez. Alors, on voit qu'ils ont quand même une mitzvah de se raconter tout seul. Voilà, j'avais pas précisé, bravo. Et donc, on voit qu'il y a cette mitzvah-là, il faut se raconter comme un petit peu cette personne, une personne, comme on a dit, âgée, dont parle le Siftei Chaim, qui va vivre de ses souvenirs, pas seulement en fait quand quelqu'un est là, mais elle se met dans son fauteuil et elle repense, elle revoit les choses, etc. Bon, maintenant on a les photos, les films et tout, mais avant les gens, ils se mettaient comme ça et ils revoyaient, ils revivaient les choses. Eh bien, il y a une mitzvah ce soir-là, même si effectivement il n'y a pas de transmission possible, pour X raisons, eh bien quand même de se raconter même à soi-même la sortie d'Égypte. Alors la question c'est pourquoi? C'est bon? D'accord. Alors, on commence à répondre. Premièrement, les sages nous disent que se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est pas la même mitzvah que de raconter le soir de Pessah. Le soir de Pessah, on doit raconter premièrement avec des questions et des réponses. On ne doit pas juste raconter. D'ailleurs, c'est vraiment une base de la pédagogie. Là, voilà, je vous parle parce qu'on va essayer de faire court dans le temps, mais ce serait beaucoup mieux qu'on fonctionne avec des questions et des réponses. Parce que dès qu'il y a des questions, eh bien, on ouvre le cerveau, si on peut dire, et on éveille notre curiosité, et c'est sûr qu'un bon professeur, il va pas arriver comme ça et boum, allez, il fait cours. Il va d'abord aiguiser la curiosité des élèves, leur donner envie de comprendre, d'apprendre, et après, hop, et ensuite, une fois que les cases sont prêtes, on les remplit, d'accord? C'est d'ailleurs une méthode pour apprendre ses cours, une méthode américaine, je sais pas si moi j'ai utilisé un petit peu quand j'étais étudiant. Ça existe même en livre tout prêt, c'est qu'on traduit le cours en questions. C'est-à-dire on prend son cours, là, de ce que vous voulez, management, je sais pas quoi, et vous prenez le cours, et au lieu de le lire et d'essayer de répéter par cœur et d'apprendre, vous prenez chaque phrase, et vous la traduisez en question, et vous répondez. Question, réponse, et c'est prouvé que ça va agir beaucoup, vous allez mémoriser beaucoup mieux, et comprendre mieux ce que vous voulez apprendre. Donc, premièrement, c'est ce soir-là, il suffit pas de se souvenir comme pendant toute l'année, où il y a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Là, il faut passer par un système de questions,
réponse. Deuxième différence, c'est que il faut partir, comme c'est marqué, que du gnaï, ça veut dire de la honte, vers le shvar, vers le compliment. Ça veut dire que d'habitude, quand on raconte une histoire, on aime plutôt raconter la fin heureuse. Oui. Là, il faut raconter le début un peu difficile, qu'au début, on était Ovdei Avodazara, on faisait l'idolâtrie, on s'est un peu égaré, un peu beaucoup, d'accord? Ce qui nous a mené à l'exil d'Égypte, etc., et on s'est égaré dans l'exil d'Égypte, et on doit raconter ça depuis le début, donc notre égarement, puis arriver à la fin heureuse qu'on s'est repris, etc. Alors que toute l'année, quand on se souvient que des bonnes choses. En général, quelqu'un, quand il veut se souvenir, il se souvient que des bonnes choses. Là, il faut aussi se souvenir du démarrage un peu difficile, de l'égarement, d'accord? Et on va voir d'ailleurs dans le plan de la Haggadah à quoi ça correspond. Ensuite, la troisième différence, c'est que là, on ne doit pas juste se souvenir, mais on doit rentrer dans les détails, et raconter, et jusqu'à plus soif, jusqu'à être fatigué, ça va vite parce qu'il y a les 4 verres de vin, donc on s'écroule assez vite, mais en tout cas, on peut prendre du jus de raisin, hein, mais on mange bien, etc. Donc du coup, voilà. Et voilà, ça c'est un petit peu les différences qu'on a entre la mitzvah toute l'année de se souvenir et le récit de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi et donc ça répond à notre question. Que les sages, même si un Talmid Chacham est tout seul, il doit se poser, ça fait un peu bizarre, mais il doit se poser des questions, des réponses, et il doit rentrer dans les détails, et il doit raconter comme ça jusqu'au bout, et il doit faire la quatrième différence, des actes. D'accord? D'habitude, quand je me souviens, je pense, c'est tout. J'ai pas besoin de commencer à mimer les choses. Là, on nous demande de faire des actes. Alors, c'est quoi les actes? Il n'y en a pas énormément, mais il y en a un petit peu. D'abord, il y a l'acte de manger la matzah, on la soulève, on la met, on soulève le plateau, on fait ci, on fait ça. Pareil avec le maror, on manipule, donc les herbes amères. Pareil aussi avec le korer, quand on met en sandwich. Après, il y a le korban pessar. Nous, on n'a plus le korban pessar, mais on mange la ficomane en souvenir du korban pessar à la fin. On mange accoudé. Comme ça, bon, de nos jours, ça fait pas très poli, mais à l'époque, c'est comme ça que les gens libres, la noblesse, mangeaient sur des canapés, comme ça, ils étaient à l'aise. C'est ça. Donc, il y a encore une différence, et on voit comme ça, il faut faire des actes, qui sont des actes un peu symboliques, comme ça, c'est pas grand chose, mais qui vont faire que notre corps, il participe au souvenir, d'accord? Essayer de se remettre un peu. Évidemment, la Torah, toujours, elle donne des petits exemples, mais libre à chacun. Donc, il y a des gens comme ça qui, quand ils racontent, ils voient les choses. Il y avait une mora, une enseignante à l'école des filles, de mes filles. Mes filles, elles rentraient, elle enseignait le chumash. Elle disait, c'est simple, quand elle raconte, on voit. D'accord? On vit le chumash. On voit, et Sarah Emmanuel, elle va, Avraham et tout. On est là comme ça, il n'y a pas de problème de discipline, parce qu'elle raconte d'une telle façon qu'on voit. D'accord? Donc il y a des gens qui arrivent à faire ça. Et puis, voilà, nous aussi, on essaye un petit peu. C'est ça la portée de cette soirée-là. Il faut essayer de revivre, de vivre les choses. Et ça, tout ce travail-là qu'on fait, c'est donc un travail intellectuel, d'imagination, de récit, de détails, et puis où on associe l'acte à la parole, doit nous amener à la fin à sentir comme si nous étions sortis d'Égypte. Alors moi, chaque année, quand je fais le Seder de Pessah, je me culpabilisais un petit peu parce que j'avais du mal. J'avais du mal à sentir que je suis sorti d'Égypte. Je sais pas si vous y arrivez. Voilà. Alors les dames, c'est un peu mieux parce qu'elles sortent du ménage. Donc il y a un peu un truc comme ça. Voilà. Mais voilà. Bon, c'est difficile. Alors là, j'ai trouvé une consolation dans ce texte, le Sifte Chaim, parce que il ramène le Rambam, donc Maïmonide, qui tranche la halakha, vous savez, qui donne la loi, et d'habitude, le Rambam, il y a eu le Rambam, il y a eu le Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, le Rambam, le Rosh, après le Tour, le Shulchan Arour, après le Chafetz Chaim qui a commenté une partie du Shulchan Arour. Donc on a, avant, si vous voulez, avant tous ces
les Rishonim, tous ces sages qui datent d'il y a 1000 ans, certains. Avant, quand on voulait savoir c'est quoi la loi, il fallait regarder dans le Talmud direct, dans la Gemara, d'accord? Après, eux, ils ont, et la Gemara, c'est vrai qu'il y a un traité Shabbat, il y a un traité sur chaque sujet, mais c'est un peu mélangé. Donc, c'était pas facile de savoir quelle loi et comment l'appliquer. Il fallait être érudit. Et donc, avec les générations, eh bien, il y a ces grands sages comme le Rambam et le Rabbi Yosef Karo qui ont dit bon, on va faire le Shulchan Arour, on va sortir toutes les lois et les mettre dans l'ordre bien classé pour que ce soit comme un code de loi, d'accord? Au lieu que ce soit mélangé dans la Gemara, c'est un code de loi clair. Et donc, le Rambam, lui, est un des premiers à avoir fait ça. Ça s'appelle le Mishneh Torah. Et quand il l'a fait, il est resté le plus près possible de la Gemara. Ça veut dire souvent, il va paraphraser. Il va juste reprendre un extrait de la Gemara et ça va être la halacha, d'accord? Et là, on voit que il a pris l'extrait de la Gemara, du Talmud, de la Mishnah, et il a changé un mot. Il a changé un mot. Et ça nous sauve. Pourquoi? Parce que c'est marqué Chayav lirot et atzmo. J'ai l'obligation de me voir moi-même, mot à mot, mais en bon français, ça veut dire de me sentir. De sentir comme si je suis sorti d'Égypte. Vous voyez, c'est sentir que nous sommes délivrés d'Égypte. Oui. Je dois me voir moi-même, je dois sentir comme si j'étais sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, tout de suite, ça va déboucher sur le Hallel. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver au plus haut niveau de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem et d'avoir envie de remercier Hachem et de faire le Hallel, de le louer, de faire avant le début du repas. On fait pas jusqu'au bout parce qu'on a très faim et tout, donc bon, il y a des raisons plus spirituelles. On fait pas le Hallel entièrement, on le fait en partie, après on y a le repas, et après on continue le Hallel dessus. En fait, le Hallel, maintenant nous c'est le repas, mais à l'époque on mangeait Korban Chagiga, Korban Pessar, et la Matzah et le Maror. On mangeait les offrandes, les Korbanot, et ensuite, donc c'était que un repas vraiment de mitzvah, et on le mettait au milieu du Hallel. D'accord? Donc, ici, ça c'est que plus je vais ressentir cette sorte de réalité. Alors, on a parlé d'une personne âgée qui va se souvenir de ses souvenirs et qui va les revivre, qui va peut-être même repleurer ou rire. Oui. Nous, on les a pas vécus personnellement. Donc, on va plonger dans les textes et on va plonger dans les récits de nos parents, de nos grands-parents, etc. Ça d'ailleurs, je vais en parler parce que c'est quelque chose d'unique. Oui. On va replonger là-dedans pour essayer de revivre les choses, même si on les a pas vécues nous-mêmes, mais on descend de personnes qui les ont vécues. Donc, on va essayer de les revivre. Oui. Et donc, plus je vais réussir à revivre ces choses-là, plus je vais avoir un élan de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et automatiquement, je vais vouloir louer Hachem. Et ça, faut savoir que c'est le boost pour toute l'année. Parce que toute l'année, on peut se travailler, toute l'année, on peut effectivement renforcer son émouna, sa croyance, renforcer ses convictions. On peut faire toute l'année. Mais il y a des moments où c'est plus facile. Il y a des moments où Hachem, il nous donne un boost. Et le soir du Seder de Pessah, c'est le super boost. D'accord? Il y a d'autres moments comme ça aussi dans l'année. Mais c'est vraiment un moment où je vais pouvoir, si vous voulez, c'est comme si il y a la partie, on va dire, rationnelle, le corps, l'intellect, etc. Mais après, il y a la partie spirituelle, la neshama, l'âme, d'accord? Et donc, savoir que, voilà, nous, on travaille ensemble, on étudie toute l'année, etc. Et donc, on essaie d'impacter la partie rationnelle, mais souvent, c'est en impactant la partie spirituelle, la neshama, qu'on va avoir les résultats les plus forts, oui. Et donc, ce soir-là, eh bien, si vous voulez, notre neshama, elle est très accessible. Notre partie spirituelle, elle est beaucoup plus accessible que le reste de l'année. Et donc, c'est un soir, vraiment, il faut se consacrer à ça et essayer, comme on a dit, de le faire. Donc, c'est là pour ça qu'on va mettre le paquet. On va ouvrir l'esprit avec des questions, avec des réponses, pas juste raconter. On va rentrer dans les détails. On va prolonger. Ça finit très tard. Des fois même, ça finit tôt le matin. D'accord? Il y en a qui font toute la nuit et qui enchaînent direct avec la tfila. On va devoir faire ça parce que
En plus, nous on le fait 2 fois, d'accord? Parce qu'en Israël, ils font qu'une fois, nous on fait 2 fois. On va pouvoir accéder, si on peut dire, à notre partie spirituelle et l'impacter pour toute l'année. Donc, on a un petit peu répondu. Je refais un peu une synthèse. On s'est dit au début, pourquoi, dans les 12 paragraphes d'introduction, pourquoi il y a besoin de nous préciser que même les rabbinis, même les grands sages doivent faire tout le processus. D'accord? Même s'ils sont tout seuls, ils ont personne à qui transmettre. Pourquoi? Parce que c'est un soir où on va faire le plein, si on peut dire, comme une voiture qui fait le plein. On va faire le plein de toute cette base de notre émouna, de notre croyance, qui est la sortie d'Égypte. Et donc on doit mettre vraiment le paquet avec tous les conseils qu'on nous donne dans ces 12 premiers paragraphes. Comment le faire pour vraiment ressentir les choses au maximum. Ça c'est la réponse à la première question. Et à la fin, on nous dit que je dois arriver avec tout ça à ressentir, moi, que je suis sorti d'Égypte. Alors, je l'ai pas encore dit. Quel est le mot que le Rambam y change? Au lieu de dire « chayav lirot et asmo », je dois me sentir, me voir comme si je suis sorti d'Égypte, il change et il dit « les harot ». Les harot, ça veut dire me montrer. On peut pas m'obliger à ressentir, mais on peut m'obliger à faire tout ce qu'il faut pour ressentir, ça veut dire à me montrer comme si je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire que je vais raconter, alors ou tout seul, ou à mes enfants, ou à ma femme, ou à mes amis, je sais pas. Je vais raconter à partir de la Haggadah, que c'est juste une base, mais il y a beaucoup d'autres sources. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a près de 1000 Haggadot commentés qui existent, qu'on peut trouver en ligne même, d'accord? Donc ça s'appelle Hebrews Book. Vous tapez Hebrews Book, Haggadah, et c'est tous les Haggadot comme ça, avec des commentaires. Vous pouvez passer 10 ans à étudier toutes ces Haggadot avec tous les commentaires. C'est sans fin, d'accord? Et donc je vais prendre ça et raconter, parler et essayer de les vivre, de les ressentir. Et c'est ça mon chiyuv. Mon obligation, c'est de me plonger là-dedans et de raconter comme si j'y étais, comme si je l'avais vécu. Oui? Bon, vous avez tous vu peut-être des garçons passionnés de football, ou entendus comme ça, et ils ont vu le même match, et ils se racontent le match, et ils sont là, ils le revivent, ils revivent les émotions, alors qu'ils n'y étaient pas au match. Bon, des fois il y en a qui ont vu à la télé, des fois même ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu l'autre qui a raconté, et ils disent, ouais, il paraît qu'il a fait une action comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Bon, je prends un exemple qui vous touche pas tellement, moi non plus d'ailleurs, mais peut-être un exemple plus féminin, je sais pas, 2 dames, elles se rencontrent, elles racontent des trucs qu'elles ont vus, il y a une boutique, je te dis pas, voilà. Voilà. Alors, donc ça c'est un petit peu la partie essentielle que je voulais partager avec vous. Alors maintenant, comme on a dit tout à l'heure, parfois le Yetzer Hara, il nous fait... si on fait les choses, il va essayer de nous les faire mal, tant qu'à faire. D'accord? Si déjà je l'ai fait, il va essayer de nous embrouiller. Et le Siftei Chaim en parle d'ailleurs, et il dit, bon, c'est valable un peu dans toutes les mitzvot, même quand on les fait, des fois on les fait un peu de travers, c'est pour ça qu'il faut étudier ce que vous faites, Baruch Hashem. Et ici, le Siftei Chaim, il dit, erreur classique. Erreur classique, c'est de s'enliser dans les 12 paragraphes d'introduction qui ne sont pas la Haggadah. Alors c'est vrai, c'est dans le livre de la Haggadah. Donc si je dis ça c'est une Haggadah, donc ben oui, donc c'est marqué dedans. Oui, c'est même pas mal de pages. Mais c'est pas le sipour de Yetziat Mitzrayim. C'est pas raconter la sortie d'Égypte. Alors je précise. C'est-à-dire que le soir de Pessah, je vais le dire en scoop si vous voulez, en provoquant. Il n'y a pas une mitzvah de lire la Haggadah. Il y a une mitzvah de faire sipour Yetziat Mitzrayim. Il y a une mitzvah de raconter, et on a dit de vivre, de montrer comme si je revivais les choses, la sortie d'Égypte. Et la Haggadah, elle est là pour m'aider. D'accord? Mais maintenant, dans cette Haggadah, il y a un peu de tout. Il n'y a pas que le récit de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas que ça. Alors, il est où le récit de la sortie d'Égypte dans la Haggadah? Et c'est ça le plan qui va vous aider à repérer où est le récit de la sortie d'Égypte, parce que c'est là-dessus qu'il faut focaliser.
il faut pas se perdre. Et moi, je l'ai vu, même, j'étais, avant de me marier, et après jeune marié, on n'a pas eu des enfants tout de suite, on était invités dans des familles, très très bien et tout, et j'ai vu ça où on faisait la partie qui n'est pas la Haggadah, que je vais vous montrer, et quand on arrivait à la Haggadah, on fonçait, et des fois on n'avait même pas le temps de manger le repas, parce que si possible, il faut manger avant la moitié de la nuit, qui est presque 2 heures du matin, et en commençant à presque 10 heures du soir, et ben ça traînait tellement sur des explications du début que après on accélérait dans la vraie Haggadah, dans le vrai récit de la sortie d'Égypte, qui est une partie de la Haggadah, et le repas, la pauvre dame qui avait préparé le repas, Walou, d'accord, ça passait presque à l'as. Donc ça c'est catastrophique. Voilà. Donc il faut planifier, oui. Alors regardez, les 12 paragraphes, ils sont là. Vous regarderez à la maison tranquillement, et vous allez voir qu'il y a des pages et des pages et des pages, il y a beaucoup de commentaires, c'est une grosse partie. Vous êtes là, je sais pas, il y a un quart du livre déjà, en vérité, on est dans le tutoriel. C'est des extraits de la Torah orale qui expliquent comment faire la Haggadah. Donc il faut les étudier, même si possible avant, on les lit, c'est vrai qu'on va les lire, hein. Évidemment, il y a le folklore, l'Ishtana, l'Achmania, c'est des trucs, j'ai pas dit qu'il faut pas le faire, grâce de Shalom. Mais, faut pas rester des heures à pile-pouler là-dessus. Faut le faire, mais faut savoir que c'est pas encore la Haggadah, c'est pas encore, comprenez quand je dis, c'est pas encore le récit de la sortie d'Égypte, c'est comment on fait, oui. Ensuite, la Haggadah, elle est là. C'est que là, vous avez s'articuler sur 4 versets. Il y a 4 psukim, 4 versets. Je vous ai mis les références, bon, j'ai marqué en hébreu là, je traduis en français. Varim, c'est Deutéronome, c'est facile. Chapitre 26, 5, chapitre 26, 6, 26, 7, et dans Shemot 12, 12. D'accord? Donc vous regardez dans un Chumash, ou dans Google, si vous voulez, vous tapez ça, ça sort, avec la traduction phonétique, tout ce que vous voulez. C'est pratique hein, maintenant. Et là, vous allez avoir 4 versets. Et ces 4 versets, c'est le squelette de la Haggadah. C'est le squelette de la sortie d'Égypte. C'est ça l'essentiel. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va les dire comme ça, mais très très vite, parce qu'il est déjà pas tard, je sais pas jusqu'à quelle heure j'ai là, mais encore un quart d'heure, c'est bon? Ouais, ça va. C'est que ces 4 versets-là, en fait, ils racontent tous les cycles de la vie. Ils racontent notre cycle individuel, ça peut être un cycle au niveau de votre vie, quand vous avez fait vos études, à l'école, le cycle, je sais pas moi, sentimental, un couple, le cycle de la famille, le cycle du travail professionnel, le cycle de tous les cycles de la vie, oui. Et bon, évidemment, c'est pas tous les types de cycles, mais vous allez voir le type de cycle un peu assez courant. Premier verset, c'est quoi? Alors je vous ai mis ici, bon, je m'excuse, j'ai écrit en cursive, là, sans voyelle. Non, mais vous retrouvez avec les références facilement, comme je vous ai dit. Hein, vous tapez Deutéronome 26.5 et ça sort. Le premier verset, c'est Vayered, comment? C'est marqué Arami Oved Avi. L'araméen, c'est Lavan. Il a voulu tuer Yaakov. D'accord? C'est le beau-père. Il a voulu tuer son gendre. Il a voulu tuer Yaakov. Vayered Mitzrayma. Yaakov est descendu en Égypte, donc il est parti de chez Lavan, il est descendu en Égypte. Vayagor Sham Bimtemeat, ils ont habité là-bas en petit nombre. Vaisham Legol Gadol, et là-bas il est devenu une grande nation. Goy, c'est pas une insulte, ça veut dire une nation. Goy Gadol, une grande nation. Atsum Varav, puissante et nombreuse. Ça, c'est le premier verset des 4 versets. Oui. Le mot, et qu'est-ce qu'elle fait la Haggadah, comme elle va faire pour les 3 autres versets? Elle reprend les mots-clés et les explique. Et c'est ça toute la Haggadah. C'est ça l'essentiel de la Haggadah. C'est ça l'essentiel du sipour, du récit de la sortie d'Égypte qu'on doit essayer de vivre en tant que sortie d'Égypte et en tant, comme on a dit, de nos schémas à nous. Parce que vous allez voir qu'on va se retrouver là-dedans. Dans notre vie moderne, on va se retrouver là-dedans. Et c'est quoi le mot-clé de ça? C'est Vayered. On est descendu. On est descendu. Vayagor Sham Bimtemeat, au début on est peu nombreux, et après, c'est quoi? C'est que Yaakov Avinu, et ses descendants, eh bien, ils sont descendus en Égypte, pas seulement physiquement, mais il y a eu une baisse de niveau. Donc ça va être, voilà, quelqu'un dans n'importe quel domaine, si vous voulez,
diététique, sportif, je sais pas, de la vie professionnelle et tout, il y a des fois des moments où on est down, où ça baisse, d'accord? Donc ça, c'est le côté down. Et effectivement, on a dit tout à l'heure que dans ce récit de la sortie d'Égypte, on doit commencer par le down. On va pas directement au résultat up. On va pas à la jolie fin à la fin. On commence par le début qui est moins glorieux. Et donc, effectivement, on nous dit, voilà, on est rentré, on s'est assimilé, on a commencé à copier les Égyptiens, même s'il y a beaucoup de choses qu'on a gardées, mais il y a eu cette baisse-là. Et donc, je passe vite, la Haggadah va ensuite détailler, avec les mots-clés, avec d'autres versets d'ailleurs, mais le verset principal, c'est celui-là, c'est le numéro 1. Alors, à votre avis, après, c'est quoi la phase 2? La phase 2, quand on est down, quand on descend, la phase 2, ben c'est d'avoir les conséquences de ces actes. C'est-à-dire quand on baisse dans n'importe quel domaine, eh ben il y a des conséquences négatives de la baisse. C'est comme ça, d'accord? Si à un moment on cuisine plus, il n'y a plus rien à manger. Si à un moment on travaille plus, ben il n'y a plus de résultats. Si on met rien à la banque, ben il n'y a plus d'argent, d'accord? Et à ce moment-là, le banquier il nous appelle, oui. Et donc c'est ce qui se passe ici. Le deuxième verset, c'est marqué Veyareu otanu à Mitzrim. Les Égyptiens, ils nous ont fait souffrir. Donc nous, on s'est assimilés, et donc, il y a les conséquences. On s'est détourné de notre fonction sur Terre, et il y a les gentils Égyptiens qui sont là pour nous le rappeler. Et ça, c'est l'antisémitisme qui date depuis qu'on existe, oui. Comme c'est marqué, voilà. Et là, pareil, la Haggadah va détailler toute cette, toutes les souffrances, toutes les épreuves que nous ont infligées les Égyptiens petit à petit, parce qu'on était pendant 210 ans en exil, mais en vérité, l'esclavage, d'après à peu près toutes les versions, a vraiment duré 86 ans. D'accord? C'est la gematria, c'est la valeur numérique de Kos, un Kos, le vert, d'accord? Moyen mnémotechnique, oui. Donc, pendant 86 ans, de pire en pire, là, on a subi les conséquences de notre baisse, d'accord? Ça, c'est le deuxième verset. Et le troisième verset, à votre avis, c'est quoi la phase suivante? La phase suivante, c'est quand on est au fond du trou, qu'est-ce qu'on fait? On rebondit, d'accord? Donc, on remonte. Le CAC 40 repart. Non, c'est une blague. Non, ça va? Bon, c'est bon, c'est vous suivez. Alors, donc, troisième verset, c'est quoi? C'est marqué Vanitsak el Hashem. Souvent, le premier mot, c'est le mot-clé. D'accord? Le premier mot clé du premier verset, c'était on descend. Le deuxième, c'est ils nous ont fait souffrir. Le troisième, c'est on crie. On crie, ça veut dire on se réveille, on réagit. Vanitsak el Hashem, on crie vers Hashem, Eloké, avotez-nous. Là, on se souvient du Dieu de nos pères. Ah, là, on refait on se relie à notre passé, d'accord? Kemo Shenemar, comme c'est marqué, et après, hop, Vaishma Hashem et kolenu, Hashem a entendu notre voix, Vayar et onenu, et Hashem y voit notre souffrance, Vet amalenu, et ce que les Égyptiens nous infligeaient, Vet lachatsenu, et le stress qu'ils ont appliqué sur nous, et tous ces mots-là vont être expliqués pendant plusieurs pages de la Haggadah. Ça c'est le rebond. C'est le rebond, la teshuva, on revient, on se reprend, on se ressaisit, d'accord? Et on arrive à la quatrième phase. La quatrième phase, c'est quoi? Up. C'est la sortie d'Égypte, d'accord? C'est la sortie d'Égypte, c'est recevoir la Torah, c'est qu'Hachem nous prenne en tant que peuple, et en tant que grand frère par rapport aux autres nations. Et là, c'est le quatrième verset. Vayotsienu Hashem Misraïm, Hashem nous a sortis d'Égypte, Biyat Chazaka avec une main forte, Bezroa Netouya avec le bras étendu, Mora Gadol avec une grande crainte, Uv Otot ou Moftim avec des signes. Et voilà, et on a le cycle est complet. 4 phases, d'accord? Down, d'accord? Zbing, on fait comme ça. Down, zbing, waouh! Et là, et on sort. Voilà. J'ai jamais fait ça. Voilà. Et ça, c'est ça vraiment le cœur de la Haggadah. C'est le cœur de la Haggadah. Et là, nous, on peut ressentir ça. On peut le revivre. C'est vraiment c'est un modèle pédagogique, si vous voulez.
D'accord? Quand on veut expliquer à nos enfants, à nous-mêmes, dans n'importe quel domaine, hein, quelqu'un, je sais pas, on a fait un cycle sur la diététique. Donc quelqu'un, il se laisse aller, il mange. Moi, en ce moment, j'ai un problème. Alors, il a du mal, et voilà. Donc, du coup, il commence à avoir mal au ventre, mal aux genoux, il se sent un peu lourd, etc., etc. Voilà. Donc après, donc c'est les conséquences. Et après, il se ressaisit. Donc, il appelle diététicien. Voilà. Il appelle à l'aide et tout. Hop, il se reprend en main. Et libération, il jette tous ses kilos en trop, et voilà, il se sent mieux, voilà. Bon, un exemple comme ça. Pareil à l'école, si on travaille pas bien, et mauvais bulletin, pata, etc. Et donc, chacun d'entre nous, il peut ressentir, comme ça, évidemment, en filigrane, derrière tout ça, il y a l'aide d'Akadosh Baruch Hu, la Siyata d'Ishmaïa, qui fait que, effectivement, on est capable de prendre conscience de notre baisse, alors voilà, faut même remercier Hachem. Vous savez pourquoi on mange de l'herbe amère? Bon, nous on n'a plus, hein, c'est les endives, voilou, avant elles étaient amères, elles sont plus amères, la salade c'est plus amère. Bon, on continue, on n'a que ça. Mais avant c'était amer. Moi j'ai connu les endives où c'était amer, surtout si on les faisait cuire. Donc ça ils ont tout trafiqué là avec les. Donc maintenant on mange. Pourquoi le soir où on doit sentir qu'on est sorti d'Égypte, pourquoi on rajoute de l'amertume? Parce qu'en vérité, l'amertume, c'est la phase 2 ici, d'accord? C'est Zbing, oui. Cette phase-là, en vérité, c'est pas la plus agréable, évidemment, mais quelque part, c'est la plus utile. C'est celle qui nous fait rebondir, qui nous permet de passer à la phase 3 et de sortir à la phase 4, qui est l'aboutissement. Et donc nous, on aimerait bien enlever tous les désagréments de la vie. Mais en fait, c'est tous ces désagréments de la vie qui nous permettent de nous construire, de grandir et de réaliser des choses, d'accord? Quand quelqu'un, je suis souvent avec des étudiants, quand un étudiant, il a pas bien travaillé une année, je regarde personne, hein, je connais pas votre vie. Quand quelqu'un il a pas bien travaillé une année, et qu'à cause de ça il a loupé, il a repiqué comme on dit, l'année suivante il s'y met à fond, d'accord? Ça c'est ça c'est des fois on se dit ah ouais c'est pas sympa, pourquoi me faire doubler? Non mais c'est ça qui permet de se ressaisir. J'ai vu des jeunes qui ont fait des très belles études et qui ont commencé une belle carrière. Et en discutant comme ça avec eux, il me dit, ouais, moi j'ai repiqué ma première. Je veux dire, ça a été la claque de ma vie. Et après, ça y est, je veux dire, j'ai compris pour le reste de la vie. Donc voilà ici comment, dans cette Agada, chacun il peut se retrouver. Donc il n'y a pas seulement la vraie sortie d'Égypte, si je peux dire, mais notre sortie à notre Égypte à nous. D'accord, Mitzraïm, c'est de Metzar, c'est l'étroitesse, c'est le stress, c'est tout ce qui nous contraint, qui en vérité est là pour nous permettre de réagir. Oui. Alors maintenant, on va quand même finir le plan de la Haggadah, parce que c'était ça l'essentiel, mais elle n'est pas finie. Mais c'est vrai que là, après, c'est pas proportionnel ici, hein, au niveau des pages. Ça veut dire, si vous regardez le plan, en vérité, la partie ici, elle va être beaucoup plus courte. La première partie, la 1, il y a 12 paragraphes. On a dit que là, il faut pas passer trop de temps dessus. Et la partie principale, c'est la 2. D'accord? C'est là où on met le paquet. Après, la partie numéro 3, c'est un petit passage, d'ailleurs, qu'on n'explique pas tellement. Ça, personne ne perd de temps là-dessus. Il y a très peu d'explications d'ailleurs. C'est le conte des Makot. C'est le conte. Il y a plusieurs versions. Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, sur le conte des Makot, des plaies qu'ont subi les Égyptiens sur terre et sur mer. D'accord? Et là, bon, le but de ça, c'est de réaliser que, comme disent certains sages, ils disent que la vie, c'est comme, je vais pas dire de marque, un magasin. On est dans un magasin, une grande surface. Oui? Quand vous rentrez dans une grande surface, c'est sympa. Prenez le caddie, et tout est gratuit. On est d'accord? Vous mettez tout dedans. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Oui? Mais le problème, vous pouvez pas sortir. Pour sortir, il faut passer à la caisse. Voilà. Et la vie, c'est comme ça. Je veux dire, voilà. C'est que, c'est gratuit, mais à un moment, il faut passer à la caisse. Voilà. Bon, c'est pas joli, parce qu'en français, passer à la caisse, c'est très péjoratif. Oui. Mais on va dire, bon, à un moment, il faut être cohérent avec ses actes. On va dire plutôt comme ça. Vous voyez?
Et c'est ce qu'on met ici dans la troisième partie. La troisième partie, c'est que Hachem, il a laissé les Égyptiens faire leur shopping, mais à un moment, il leur dit, chers Égyptiens, maintenant, il faut payer. Il faut payer. Il faut que vous soyez responsables de vos actes. Vous avez fait ci, ben maintenant, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on rentre dans les comptes, pour montrer que, de la même façon qu'à la fin, chaque année, il y a un bilan dans une entreprise, et si l'entreprise, elle a pas fait ce qu'il faut, eh ben, le bilan, il est ce qu'il est. Pareil ici, il y a des comptes très précis. Alors là, c'est des choses c'est du limoud, hein, c'est vraiment de l'étude approfondie, c'est que c'est avec des mots dans les versets, et on fait des comptes, fois 5, fois 50, bon, c'est des choses, on ne rentrait pas là-dedans, de toute façon, il y a très peu d'explications. Bon, ça, on le lit. Et là, après, grâce à ce travail qu'on a fait sur nous, on arrive à la 4e partie, et à la 5e partie, qui est, déjà la 4e partie, on commence les remerciements. On a envie de sentir qu'Akadosh Baruch Hu intervient toujours dans notre vie, et que c'est lui qui nous permet, par les phases parfois désagréables, et grâce aussi après, quand il écoute nos prières, notre teshuva, qui nous permet de rebondir, et qui nous permet après de réaliser les choses pour lesquelles on est sur Terre, ça c'est la 4e partie, le finish. Alors on a envie de remercier Hachem, et ça c'est la 4e partie, où on montre, où on va remercier toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour le peuple d'Israël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, le don de la Torah, voilà. Ça c'est le début des remerciements. On revient un petit peu dans la 5e partie sur Pessah, Matzah ou Maror, puisqu'on a dit qu'il faut pas seulement que ce soit intellectuel, mais il faut aussi que ce soit lié à des actes, à des objets. Hein, tout le judaïsme est lié, c'est très intellectuel, c'est le peuple du livre, le peuple de l'étude, mais c'est toujours lié à des objets. D'accord? Il y a les téphilines, il y a le loulav, il y a la soukha, il y a la cacheroute. C'est lié à des objets parce qu'on est dans un monde matériel. On est dans un monde matériel, et donc on doit utiliser le monde matériel pour travailler le spirituel. Donc on a Pessah, Matzah ou Maror, où on va, qui sont à la fin de la Haggadah, où là on va expliquer pourquoi Pessah, pourquoi Matzah, pourquoi Maror. Je développe pas trop. Et c'est ça qui nous amène au but de la Haggadah, 6e partie, qui est de se sentir comme si on était sorti d'Égypte. De sentir nous au niveau individuel, au niveau de notre famille, au niveau de notre ville, au niveau de notre communauté, au niveau de la famille, pas seulement, des fois c'est sur plusieurs générations, d'accord? Pareil, je vais pas encore vous raconter ma vie, mais personnellement, j'ai vu l'histoire de ma famille, qui vient du Maroc, d'Algérie, et j'ai vu, en racontant comme ça, avec mes grands-parents à l'époque, après avec mes parents, comment il y a eu une belle période de gloire et tout, et puis la famille s'est éloignée. Ça a commencé déjà en Afrique du Nord, elle s'est un peu éloignée des sources, etc. Et là, on a commencé à passer un peu à la caisse. Je vais pas raconter le détail, mais des choses pas très sympas, à droite, à gauche et tout. Et puis, comment, effectivement, c'est ma génération, mes cousins, mes cousines et tout, on s'est repris, Akadosh Baruch Hu nous a aidés, et comment, effectivement, la période florissante dans la famille est revenue. Donc, on peut voir ça même sur plusieurs générations, ce cycle, d'accord, des 4 phases. Et ça nous amène automatiquement au Hallel. Le Hallel, donc, c'est des Tehillim, c'est des psaumes qui sont là pour remercier Akadosh Baruch Hu, donc avec des versets qui ont été écrits par le roi David, des rois à Kodesh, donc des choses extrêmement, extrêmement profondes. Voilà un petit peu le plan de la Haggadah. Donc ça nous permet, donc vous voyez que là, le soir, on est très loin, si on peut dire, de juste prendre un livre et puis de le lire et de dire, ça y est, je l'ai fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses, ça ressemble à Purim par exemple. À Purim, le soir, qu'est-ce qu'on fait? On lit la Megillat Esther. Donc, quelqu'un, d'ailleurs, Kevin, je te fais un petit coucou, un ami avec qui j'ai préparé ce cours, il m'a dit, pourquoi c'est pas comme Purim? À Purim, par exemple, le soir, on va juste à la synagogue. Alors déjà, oui, on doit aller à la synagogue. Bon, on peut lire à la maison, mais il faut lire dans un rouleau. Et là, la Haggadah, il n'y a pas de rouleau. D'accord? On prend pas la Torah, on prend pas un rouleau spécial.
Y a pas, c'est pas genre il faut écouter chaque mot, il faut que ce soit lu comme ci, comme ça, etc. C'est libre. Vous voyez, on a l'impression que c'est libre. Chacun y fait avec n'importe quelle édition, on traduit en français, en anglais, en arabe, ce que vous voulez. Donc c'est pas pareil. Et l'Agada, on lit tchik-tchak, on fait rien le soir, le lendemain on fait des choses, et puis on comprend rien, c'est pas grave. Bon, c'est pas normalement c'est pas l'idéal, mais on comprend rien, et puis voilà, on est quitte, on a fait la mitzvah de lire la Haggadah, de l'écouter, c'est fini. On voit qu'ici, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Pareil, la Kriyat Torah qu'on fait Shabbat matin, c'est sûr que le but c'est de comprendre, c'est d'étudier la Torah. Mais si quelqu'un il était à la synagogue, il a entendu, ben, il est quitte de la mitzvah de Kriyat Torah. Ici, non, c'est pas pareil. On nous demande du vécu. On nous demande de vivre les choses, comme on l'a expliqué, hein, évidemment, soit par notre vie réelle, comme on a dit, parce que c'est le même schéma, soit par le virtuel, d'accord, en se remettant dans l'histoire de nos aïeux et en se remettant avec les textes, avec les témoignages qu'on a eus. Pour clôturer ça, ce que je voulais partager avec vous, on faut insister sur cette richesse qu'on a, d'avoir cette transmission, qui est donc le soir de Pessah, qui même dans les familles très peu religieuses, c'est quelque chose qui est resté, d'accord? Il y a des familles qui ont arrêté de faire Sukkot, les cabanes, ils ont arrêté de faire Shavuot, ils ont, voilà. Mais Pessah, tout le monde fait quasiment. Donc il y a eu, mais c'est vrai que Shavuot aussi, ça fait partie de cette transmission, c'est l'aboutissement, le don de la Torah. On a quelque chose d'unique. Toutes les religions ont été créées à un moment ou à un autre, la plupart à partir du judaïsme d'ailleurs en passant, à partir de quelqu'un qui soi-disant a eu une révélation entre 4 yeux. En vérité entre 2 yeux, hein, les siens, c'est tout. Mais donc Dieu lui a parlé tout seul, et lui après il a expliqué aux autres, et en plus la plupart des religions, ce qu'il a expliqué, tout le monde s'est amusé à rajouter, transformer, réformer, ce qui fait que des fois les religions 1000 ans, 2000 ans après, ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles étaient au départ. D'accord? D'ailleurs, il y a certains qui reviennent un petit peu là-dessus, j'en ai rencontré, qui reviennent un peu et disent, je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On n'est plus du tout dedans, donc ils reviennent un peu en arrière, et bizarrement, ça ressemble beaucoup au judaïsme. Bon, toute ressemblance, voilà. Donc, ça, nous, c'est pas comme ça. C'est pas une seule personne qui, entre 4 yeux, 2 yeux, et s'il regarde dans le miroir, a une révélation privée, qui a été reprise après par ses élèves, etc., et transformée avec des luttes intertribales et tout. C'est pas du tout comme ça. C'est tout un peuple, hommes, femmes, enfants, qui a vécu quelque chose, et pas un petit truc. C'est-à-dire, il y a eu l'esclavage d'Égypte, qui fait partie du témoignage ici. Il y a eu les macotes, les plaies, ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an, les plaies, parce que c'était 1 mois à chaque fois, d'accord? C'était un processus, 1 semaine, 3 semaines. Donc c'était très long. Ensuite, il y a eu la sortie d'Égypte. Ensuite, il y a la traversée d'Yam Souf, la traversée de la mer des Joncs, je traduis en français. Ça fait joli, la mer des Joncs. Ensuite, il y a eu Matan Torah, d'accord? Le don de la Torah. Et tout le monde a vécu tout ça. Et on se raconte, de père en fils, de mère en fille, grand-père, grand-mère, tout ce que vous voulez, on se raconte de génération en génération en génération en génération, depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, et c'est à droite, à gauche, dans tous les pays, dans le monde entier, dans toutes les langues. Et ça, c'est transmis avec une Torah, le Sefer Torah, où vous pouvez prendre tous les Sefer Torah du monde entier, et c'est tous les mêmes, d'accord? Alors évidemment, maintenant, ce serait facile, avec Internet et avec le numérique, d'arriver à faire ça, peut-être. Mais imaginez à l'époque où évidemment, les Sefer Torah sont encore écrits à la main, mais il n'y avait pas ces moyens de communication. Comment, dans le monde entier, tous les Sefer Torah sont identiques? L'histoire de Pessah, elle est identique. Tout est pareil, tout est la même chose. Et ça, c'est transmis à tout un peuple. C'est impossible d'inventer ça. Il ne faut pas inventer ça, c'est impossible. Et nous, on a cette preuve de la véracité de la Torah, dans laquelle on replonge chaque année, le soir de Pessah, et pour les plus initiés, le soir de Shavuot aussi, et à Sukkot aussi, parce que Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est la sortie d'Égypte, les 3. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, voilà. Welcome. La fin est tout. Ceux qui doivent y aller,
Allez-y, ceux qui doivent travailler, mariage, tout, etc. C'est bon, on est bien là, on est dans les temps. 1 heure, j'avais dit 40 minutes. 1 heure. Des questions? Je coupe ici déjà. Comme ça.